la fonction est de classe C1 sur D. D'accord? Donc, si dérivée partielle existe, la fonction est de classe C1. Et donc, si vous avez une fonction de classe C1, vous pouvez dériver partiellement x, y, z par rapport à u et v, et donc obtenir ces deux vecteurs-là. Et ensuite, on fait le produit vectoriel pour avoir le vecteur normal. Et si on veut le rendre unitaire, on divise par sa norme. Hein, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est le vecteur normal unitaire au point, en ce point. Bien. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Oui, monsieur, n, ça correspond à quoi? N, bah n Ouais. comme normal. Voilà, c'est le vecteur normal. Ah oui, c'est le vecteur normal. Okay. Voilà, et en fait, il est tracé là, on ne voit pas très bien en vert là, mais c'est lui là. C'est le vecteur qui pointe vers le haut là. Ah oui, le vert. Okay. Par rapport à mes deux vecteurs, TU et TV, tu vois. Il y a lui qui monte, parce que du coup, le règle des trois doigts avec le produit vectoriel. Donc, du coup, la régularité de la surface. Donc là, on a défini, en gros, on a fait la page 66. J'ai fait en même temps les vecteurs tangents et les vecteurs normaux à une surface et le vecteur unitaire. Donc, comment on définit une surface régulière? Donc, une surface régulière, c'est une surface qui va admettre en tout point de cette surface, donc un vecteur normal non nul. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tous les TU-TV ne seront pas collinéaires. Ils seront tous orientés de telle manière à ce que le produit vectoriel fasse un vecteur non nul. D'accord? C'est la définition d'une surface régulière. D'accord? Donc ici, je vous ai fait la sphère, par exemple. Je vous ai mis des vecteurs normaux qui étaient corrects. Alors la sphère, le problème, c'est que c'est un peu confus le dessin qui est là, mais ce que je veux dire, c'est que le vecteur normal d'une sphère ne va pas exister sur le pôle nord et sur le pôle sud. J'en parle après dans les exemples, rassurez-vous. D'accord? Donc là, j'ai fait deux figures avec des vecteurs normaux extérieurs et intérieurs. D'accord? Voilà. Donc, je continue un petit peu l'explication du cours. Il faut juste que je mette un peu de batterie. Bien. Alors, donc, dans l'exemple, dans le cours, il y a un exemple, donc page 67. D'accord? Donc, on reprend cet exemple. Ça va, je ne vais pas trop vite là? Vous avez, de toute façon, vous avez le support de cours, donc vous pouvez revenir à tout moment sur les différentes pages. Mais bien sûr, c'est à vous de me poser des questions s'il y a le moindre souci de compréhension. Donc, ici, on définit une surface S comme ceci. Donc, on n'a pas la paramétrisation, on a juste la forme cartésienne de la surface. La paramétrisation de la surface S va se faire via la fonction psi. La fonction psi, donc, c'est comme celle qu'on a définie ici, par exemple. D'accord? Elle va d'un domaine D vers R3. Donc, ce domaine D va être paramétrisé en fonction de θ et de Z. Et donc, on va avoir psi de D. Alors, ici, le rayon est constant, puisque x carré plus y carré égale à 4. Ça veut dire qu'on a un rayon de 2, constant, partout. Bien sûr, cos θ, sin θ pour x et pour y. Et le z, il n'y a aucune contrainte sur z, si ce n'est qu'il est encadré par 0,3. Donc le z, il est tout seul ici, et il va bien sûr entre 0 et 3. Et le θ entre 0 et 2π. Donc à côté, j'ai juste fait le petit dessin. Donc ici, j'ai mis mon domaine U et V. Donc mes U correspondent à mes θ, mes V à mes Z. D'accord? Donc j'ai mon domaine de paramétrage. Et ici, j'ai ma surface. D'accord? Donc ce qu'il faut comprendre par rapport au vecteur tangent, c'est que le θ varie de gauche à droite par rapport à mon dessin qui est là. Mon z, il pointe vers moi. Et donc, du coup, vous voyez bien que je vais de x vers y en tournant de cette manière. D'accord? Et le z, il monte. Donc, si je fais la règle des trois doigts, d'accord, il faut imaginer être sur un cylindre. Et donc, je vais donc par là et par là. Donc, le pouce, c'est sur le tθ. L'index est sur tz. Et le majeur va donc donner une normale extérieure. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Il faut faire le travail avec les mains, là.
D'accord? Vous prenez la main droite, vous faites le pouce Tθ, l'index Tz, et donc le N, il pointe vers l'extérieur. Ça va ou pas? Ouais, ça va. Ça va. Oui, nickel. Ok, donc ça, vous êtes d'accord, le Tθ et le Tz, c'est parce qu'on a commencé ici par paramétriser sur θ et sur Tz. Donc je commence par Tθ et ensuite Tz, et donc j'ai une normale qui pointe vers l'extérieur. Donc, maintenant, on a fait le calcul. Donc du coup, tout simplement, le Tθ, je récupère le x, le y et le z, et je dérive partiellement x, y, z par rapport à θ. Donc ça me donne ce vecteur. D'accord? Je dérive cos par rapport à θ, donc moins sin. Sin par rapport à θ, donc cos, et z par rapport à θ, 0, puisque z ne dépend pas de θ. Et ensuite, si je dérive tout ça par rapport à z, du coup, je vais avoir 0, 0, 1 pour z. Bah, c'est normal, hein, le vecteur qui pointe vers le haut, hein, qui est complètement collinaire à OZ. Tac. Et ensuite, on fait le produit vectoriel des deux, donc je fais le produit vectoriel de lui et de lui, et ça me donne tout simplement ceci. Donc le produit vectoriel est là. Ainsi, une fois que j'ai mon produit vectoriel, je calcule sa norme. La norme de ce produit vectoriel, eh ben, c'est la norme euclidienne. Donc je fais lui au carré plus lui au carré plus lui au carré, le tout à la racine. Tac, j'obtiens bien sûr 2. Ainsi, mon vecteur normal unitaire, c'est le vecteur normal suivant divisé par 2. Donc, j'ai lui. D'accord? Voilà. Monsieur, Yes. comment vous trouvez Tθ? Tθ. Ah, les réponses, hein. Les réponses, hein. Ici, là, lui, tu veux dire? Ça. Ouais, alors, regarde, les vecteurs Tθ, Tu et Tv, ils sont obtenus par dérivation partielle des fonctions. Tu vois, tout est là. Donc, tu vois, ici, tu as x, y, z qui sont définis par rapport à trois fonctions x de uv, y de uv, z de uv. Et le t de u en u0, v0, je prends x, y, z que je dérive partiellement par rapport à mon premier paramètre. Et pour l'autre, je dérive partiellement les mêmes fonctions par rapport au deuxième paramètre qui est v, tu vois, ici. Ouais, mais, pour le coup, mais dans l'exemple, ce ne sera pas U0 et V0, ce sera quoi? Alors, ici, en fait, dans le schéma que j'ai mis là, j'ai pris un point particulier de la surface. Mais ici, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini tous les vecteurs normaux, si tu veux. Puisque là, finalement, le θ et le z, ils sont quelconques. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai dérivé x, y, z par rapport à θ, et j'ai remplacé et j'ai laissé θ et z pour avoir tous les vecteurs tangents, en fait. Tous les vecteurs tangents à ma surface, par rapport à θ, ils seront de cette forme-là. Et là, c'est tous les vecteurs tangents par rapport à z. C'est logique. Si je me place n'importe où sur le cylindre, tu es d'accord que les variations en Tz, ça sera toujours pareil. Ça sera toujours vers le haut, ça sera toujours 0, 0, 1. Il n'y aura jamais de vecteurs différents. Tu vois, tu te mets au long d'un cylindre, tu auras toujours un vecteur up, on va dire, toujours 0, 0, 1, quoi. Oui. Et par contre, le vecteur latéral, bah, il varie en fonction il change en fonction de θ, quoi. Tu vas avoir plein de vecteurs différents quand tu tournes autour du cylindre pour tes θ. Par contre, lui, il est constant. D'accord? Et donc là, j'ai mes deux vecteurs tangents, quels que soient θ et z. D'accord? Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je calcule le produit vectoriel. Ok, merci. D'accord? Donc, yes. Monsieur, j'aurais une question par rapport aux deux schémas que vous avez faits. J'arrive pas très bien à comprendre comment Tθ, là, comment il est placé ici, comment est-ce qu'il peut être comme ça après quand on le voit de haut. J'arrive pas à... Ah bah, en fait, si tu regardes vers le haut, tu es d'accord, tu regardes le z, c'est comme si je mettais mon œil au niveau de z, là, ici. Donc, je regarde le z, donc le z, il pointe vers moi. Tu es d'accord que le x, donc, il est ici, et le y, il est ici, on est d'accord? Oui, là, j'arrive bien à voir, mais je comprends pas comment... Et bah, pourquoi on varie comme ça? Bah, parce que tu es d'accord que ici, on a mis x, c'est 2 cosinus θ, y, c'est 2 sinus θ. Donc, du coup, tous les x, ils vont avoir 2 cosinus θ de valeur, et les y, 2 sinus θ de valeur. D'accord? Et le vecteur tangent, en fait, quand tu augmentes tes θ, tu es d'accord que tu te déplaces comme ça dans le cercle. Quand tes θ ils vont augmenter, tu te déplaces comme ça, non? Tu es d'accord ou pas?
Oui, je suis d'accord, Et mais bah, du enfin, coup, le tθ, attends. Le tθ, du coup, c'est le vecteur tangent. Donc, c'est celui qui va te donner la vitesse en ce point. Donc, le tθ, il va être forcément comme ça, puisque tu tournes dans ce sens-là. ok, ok. C'est juste que D'accord. j'arrivais pas bien à voir là sur le schéma juste à côté qu'il Ici. était tangent. Enfin, bon, Ah, bah oui, parce qu'en fait, c'est pas évident, parce que c'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait cette vue-là du dessus. En fait, comme tes θ, ils augmentent entre 0 et 2π, du coup, tu vas tourner de cette manière-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas tourner comme ça. ok, Donc, ouais. ton petit θ, il va être orienté comme ceci. Et pour bien le comprendre, tu fais une coupe. Voilà, donc c'est pas vraiment une coupe, hein. Je me mets sur la vue du dessus. Et donc, je comprends que par rapport à mon x et mon y, tu es d'accord qu'ils sont définis là. Tu es d'accord qu'on tourne comme ça. On construit notre Ouais, cercle, on peut dire, ouais. comme ça. Donc ta vitesse, elle est bien dans ce sens-là, tu vois ce que je veux dire. Donc une fois que tu as cette vitesse-là, ensuite pourquoi tes Z ils sont orientés vers le haut comme ça? Bah, tout simplement parce que tu varies de 0 à 3. Donc tes Z, ils varient de 0 à 3. Donc tes tangences, elles vont monter en fait. Elles vont toutes monter, tes vecteurs Ok, tangents. ok, ok. Et après, une fois que tu as tes deux vecteurs ici, tu fais la règle des trois doigts pour avoir le N. Et donc, du coup, là, le n, il serait perpendiculaire à tes zéros là, Ah, sur le schéma tout à c'est ça. droite. Tout à fait. Ok, Le ok, N, comme d'accord. c'est le produit vectoriel, il sera orthogonal à Tθ et Tz. Ok, d'accord, merci beaucoup. D'accord. Donc, ainsi, on a, une fois qu'on a bien compris, ça c'est fondamental, hein, il faut vraiment que tout le monde comprenne ce truc-là, hein, je vous assure, c'est Mais vraiment... monsieur, Oui, moi j'ai compris le premier t avec moins 2 sin θ et 2 cos θ et 0, mais j'ai pas compris le deuxième. lui, Oui, parce que je sais que le premier, on dérive voilà, les coordonnées qu'on trouve. Par exemple, on trouve que x est égal à cos θ et enfin, ouais, cos θ d'accord. et y r sin θ, mais alors le deuxième, je vois pas du tout. Eh bien, le deuxième, tu dérives x, y, z par rapport à z. Donc, x, Ah, il est... Bah ouais, tout simplement. mais Ça veut dire pourquoi? que tu vas... Oui. Ah, parce que z égale z. On dit que c'est pour ça que ça donne 1. Ah bah oui. En Ah, fait, le z, pourquoi z égale z? Parce qu'il n'y a aucune contrainte sur z. Regarde, qu'est-ce que c'est que notre surface? Les seules contraintes que l'on a de variation, on va dire, c'est x et y qui varient suivant la géométrie d'un cercle. D'accord? Ça donne un cercle. D'accord? Sauf qu'on est en 3D. Et du coup, il faut quand même qu'on ait une information sur z. Et là, il se trouve que le z, il est juste encadré par 0,3. Donc ça veut dire que z, il varie entre 0 et 3 uniformément. Tu vois, il n'y a pas de contrainte, autre contrainte que ça. Donc ton z, c'est lui-même. Il varie juste entre 0 et 3. Par contre, ton x et ton y, c'est 2 cos θ, 2 sin θ pour vérifier la paramétrisation qui est donnée par la forme cartésienne au-dessus. d'accord. Et ça restera les bords de l'intégrale pour le coup. Ah, quand s'il faut faire une intégrale, ensuite, bien sûr, s'il faut intégrer une fonction sur ce domaine S, on fera bien sûr l'intégrale de 0 à 2π, de l'intégrale de 0 à 3, de la fonction paramétrisée avec phi de d, et ensuite il faut multiplier par ds, mais ça, je n'ai pas encore expliqué ce que ça voulait dire, j'explique ça après. D'accord? Mais en effet, là, on est vraiment sur la phase de compréhension des surfaces, et c'est fondamental parce que quand vous allez ensuite intégrer, quand vous allez faire des intégrales de surface, vous allez systématiquement réfléchir toujours au début comme ça. Avant de faire le calcul, il y a tout ça à faire en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est fondamental, avant de se lancer dans les calculs, il faut bien comprendre tout ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui sur justement le produit vectoriel, l'orientation, etc. Donc, Merci. remarque, alors oui, très important cette remarque, même si c'est mal écrit, vous êtes d'accord qu'on a paramétrisé notre surface de cette manière, 0,2π sur multiplié par 0,3. Mais si j'avais paramétrisé en inversant, vous voyez ici mes deux intervalles, j'aurais eu la même surface, sauf que mes vecteurs normaux, ils auraient pointé vers l'intérieur. C'est logique puisque c'est comme si j'échangeais Tθ et Tz dans mon produit vectoriel. Et donc on aurait eu comme vecteur normal celui-ci. On aurait eu un vecteur normal opposé en fait, si j'avais inversé mes deux domaines. D'accord? Ça va, ça ou pas? Oui. Oui, ça va.
Si vous inversez les deux intervalles, forcément, dans votre produit vectoriel, vous inversez en fait tz et tθ, du coup, puisque vous faites tz vectoriel tθ et tz vectoriel tθ, c'est moins tθ vectoriel tz. Donc, on aurait eu des normales qui pointent comme ceci vers l'intérieur. Donc, on enchaîne. Hop. Donc, autre exemple, puisque là, on a fini le premier exemple de la page 67. Donc ensuite, dans la page 67, vous avez un autre exemple, qui est donc un exemple d'une sphère. Donc, un peu plus de calcul dans la sphère, toujours, hein, puisque là, vous allez avoir deux variations d'angle. Donc, je rappelle ici comment j'obtiens la paramétrisation d'une sphère. D'accord? Quelque chose que vous êtes censé bien connaître maintenant. Donc, notre rayon de la sphère, c'est 3. D'accord? Et puis, du coup, ici, j'ai fait un point de la sphère qui est là. Et puis, tout simplement, en fonction de phi qui est au-dessus et de θ qui est là, j'ai mis en rouge ici la longueur algébrique, d'accord, de ce côté. Pareil ici. Et du coup, je sais que la paramétrisation de la sphère, du coup, ça va donner ça. Donc, l'idée, c'est de calculer, bien entendu, tθ et tφ. Donc, il faut dériver partiellement x, y, z, qui sont définis au-dessus, par rapport à θ. Je dérive, j'obtiens ça, bien sûr, puisque cos θ, sin θ que je dérive, et donc 0 à la fin, puisque je n'ai pas de θ sur z. Pareil, je dérive par rapport à phi, tout ça, et j'obtiens ce vecteur. Donc là, c'est juste un calcul de dérivation sur tout ça. J'ai oublié une parenthèse d'ailleurs. Ok. Ensuite, l'idée, c'est de calculer un vecteur normal à la sphère. Donc, je fais le produit vectoriel. Donc là, j'ai commencé par paramétriser sur θ, puis sur phi. Donc, je fais le produit vectoriel entre tθ et tφ, de par la paramétrisation que j'ai choisie au-dessus. D'accord? Et monsieur? Oui. Du coup, ça change quoi de commencer à paramétrer phi ou θ? Enfin, je comprends pas. Ça change pas grand-chose. C'est juste que si tu permutes les deux ensembles qui sont là, genre si tu commences par paramétriser phi, puis par paramétriser θ, tu vas avoir un vecteur normal opposé à celui qu'on va avoir nous ici. Ok. D'accord? Donc ensuite, tout dépend. Alors, comme le choix dépend de la paramétrisation, comme l'orientation le sens de ta normale va dépendre de ta paramétrisation, du coup, dans un exercice, on peut très bien imposer le vecteur normal. On peut très bien vous dire, on a cette surface et on aimerait que dans le calcul, le vecteur normal pointe vers l'extérieur ou vers l'intérieur de la surface. D'accord? Et donc, Donc là, on paramétrise en fonction du vecteur, enfin du produit scalaire qu'on va avoir, enfin du produit vectoriel qu'on va avoir. Voilà. Et du coup, même si tu te trompes, même si par exemple tu paramétrises dans le mauvais sens, on va dire, eh bien, comme tu connais tes variations de tθ et de tφ, avec la règle des trois doigts, tu verras si ton vecteur normal il est intérieur ou extérieur. Tu comprends? Et donc, si on te dit qu'on veut un vecteur normal extérieur, bah, du coup, tu adapteras ton traitement. Okay. Tu vois, si par exemple, finalement, tes vecteurs normaux, tu les as intérieurs alors qu'il les faut extérieurs, tu feras juste multiplier par -1, quoi. Tu multiplieras par -1 le résultat et puis ça sera terminé, quoi. Tu vois? Donc, c'est un faux problème. Il faut juste comprendre, en fait, ce que l'on fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on déroule ici dépend de la paramétrisation qu'on choisit. Et il y a deux possibilités de vecteurs normaux d'une sphère, on est d'accord, soit ça pointe à l'intérieur, soit ça pointe à l'extérieur. Tout dépendra ensuite dans le calcul de ce qu'on a. D'accord? Donc ensuite, ça dépendra de l'exercice. Donc, on fait le produit vectoriel. Donc, tout simplement, donc j'ai fait mon produit vectoriel classiquement. J'ai obtenu cette chose-là. Donc, voilà, il faut savoir le refaire. Hein, donc, vous le referez chez vous tranquillement. Donc, bien sûr, on barre les différentes lignes et puis on obtient ce truc-là. Donc, par exemple, pour le premier, j'ai barré ça et puis j'ai fait le produit croisé comme ça, etc. Donc, ça m'a donné ça. Ensuite, pour le deuxième et le troisième. Ensuite, les deux premières composantes ne se simplifient pas, mais par contre peuvent se factoriser par un sinus phi au carré, sauf qu'en dessous, en faisant la simplification, on n'a que sinus phi. D'accord? Donc, du coup, ça veut dire qu'on peut factoriser par -3 sinus phi. Alors, j'avais factorisé par -9 sinus phi,
Mais du coup, si j'ai factorisé par moins 3 sinus phi, c'est que ici, on constate que tout simplement, le produit vectoriel est égal à ceci, multiplié par ce vecteur, enfin ce point, on peut dire, qui est en fait tout simplement un point de la sphère, puisque c'est la même paramétrisation que l'on avait au-dessus, là. Vous voyez, c'est la même chose, ici et ici. D'accord? Donc, je laisse comme ça pour l'instant. Alors, quand est-ce que la fonction S est régulière? Eh bien, régulière, ça veut dire que tous les vecteurs normaux qui sont là doivent être non nuls. Et bien, on constate que comme on est facteur de sinus phi, eh bien, la fonction est régulière partout, sauf au pôle nord et au pôle sud. Donc, la sphère n'est pas régulière en tout point. La sphère sera régulière sur tous les points, sauf au pôle nord et au pôle sud. D'accord? Donc, quand on arrive au pôle nord ou quand on arrive au pôle sud, il se passe une irrégularité. Donc, les vecteurs normaux, en fait, sont nuls. Donc, il n'y a pas de normal comme ça. OK? Au niveau du pôle nord et du pôle sud. Et la fonction, donc, n'est pas régulière. Parce que son vecteur normal est nul. OK. Donc, du coup, il nous faut calculer un vecteur normal unitaire. Donc, je fais la norme de tout ça. Donc, la norme d'un scalaire, d'un nombre réel, c'est sa valeur absolue. Et je fais une norme de ceci. Mais norme de ceci, c'est norme d'un point de la sphère. Et la sphère est de rayon 3. D'accord? Donc, la norme d'un vecteur défini par rapport au centre, enfin qui a les mêmes coordonnées qu'un point de la sphère, c'est de norme 3 ici. Donc, tout simplement, plutôt que de faire tout le gros calcul qu'ils ont fait, eh bien, j'ai préféré utiliser cette définition pour dire ça, c'est une norme 3. Du coup, tac, j'ai bien 9 sinus de phi à la valeur absolue. Et sinus de phi est positif parce que votre phi appartient à 0 pi, ce qui fait que votre norme, c'est bien 9 sinus phi. Et monsieur, on n'aurait pas pu factoriser par moins 9 sur le vecteur, du coup? Si, on aurait pu factoriser par moins 9 Okay. et dire que tout ça était norme 1. Mais j'ai préféré... Okay. Voilà, mais j'ai préféré factoriser par 3 parce que ici, comme ça, j'avais exactement mon point de sphère. Et je sais que ma sphère est de rayon 3, tu vois. C'était vraiment pour vous montrer que ici, on avait un point qui définit un vecteur de norme 3, en fait. Tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai laissé 3. Mais si tu mets 9, c'est pas grave, hein, tu peux mettre moins 9 ici. Donc, on aurait eu 9 sinus phi. D'accord? Mais ici, on aurait eu un point de norme 1, du coup. D'accord? Donc, mon vecteur normal, du coup, c'est le vecteur normal ici divisé par 9 sinus phi, donc tout simplement ceci. Et donc, voilà ce qui se passe. Le vecteur normal pointe bien vers l'intérieur. J'espère que vous arrivez à comprendre ces deux schémas, sinon je passe en mode vidéo et je vous explique avec une sphère. Je vais essayer. Bon, je vais anticiper là. Je vais vous l'expliquer avec les mains. D'accord? Donc là, le vecteur normal, il pointe vers l'intérieur. Est-ce que tout le monde le voit? Bon. Ouais. Alors, je vais quand même vous expliquer le truc. Bon, alors. Bon, alors, j'avais fait ça tout à l'heure avec l'autre groupe. C'est pas super. Donc, voilà une sphère. Donc, vous avez une sphère ici, là. C'est magnifique. Donc, vous êtes d'accord, vous avez un vecteur comme ça. Le vecteur par rapport à, je sais pas quoi, θ, là. C'est θ, ça. θ, il fait ça, là. D'accord? Bon, en fait, vous savez quoi? Je vais mettre ma main directement sur la sphère, ce sera plus simple. Donc, θ, il est comme ça. D'accord? Donc, θ, Tθ. D'accord? Vous voyez ou pas? T phi. Parce que je pars du pôle nord, d'accord? Donc, T phi, là, il est en bas. Tθ, comme ça. T phi, comme ça. Et donc, du coup, vous voyez, vecteur normal qui rentre dans la sphère. C'est Je good n'ai ou pas pas? compris juste pourquoi il est rentré dans la sphère. Bah parce que c'est l'arrêt des trois doigts. Regarde, le premier, il est comme ça. Le deuxième, il est en dessous. Et le troisième, donc lui, il rentre. Avec des trois doigts, tu vois. Donc, on peut faire la même chose quand il sort.
Ouais, on peut très Non, bien mais- tourner les doigts pour que. Bah oui, d'accord, mais par rapport à la paramétrisation, tu as bien vu sur ce qu'on a fait, on a commencé par paramétriser sur θ. Donc sur θ, ça veut dire que tu tournes. Tu tournes comme ça. Est-ce que c'est pas. Non, mais c'est à cause du moins qui est devant, non? Non, non, rien à voir. Non, non, ça oublie le Ok. calcul. Oublie le calcul. Regarde, là, je te donne la sphère. Et là, du coup, tu as θ, il fait comme ça. Le T phi, il descend, parce que du coup, tu vois, ton phi, il va du pôle nord au pôle sud. Donc ton T phi, tes variations, t'es comme ça. Le θ, il va comme ça. Il tourne autour comme ça, donc ça fait bien à l'intérieur. C'est bon? Mais du coup, pour une sphère, ça va tout le temps rentrer, le vecteur normal. Bah non, parce que je te fais le contraire. Hein. Si je permute, si en fait mon premier doigt c'est phi et le deuxième c'est θ, bah du coup ça sort là. Si je Donc en permute- fait, c'est nous qui choisissons en fonction de ce qu'on va avoir, quoi. En fait, c'est vous qui choisissez par rapport, en fait, c'est vous qui calculez par rapport à la paramétrisation que vous Ah. avez établie, quoi. D'accord? Mais du coup, moi, je n'ai pas compris comment on place du coup T, θ et T phi. Enfin, dans quel sens on les met? Quoi, là, on Bah, les met dans ce après, il sens. faut avoir de l'imagination. Hein. Alors du coup, là, j'ai essayé de vous expliquer avec une boule à passe-pas, mais regarde, comme ça, comme ça. Oui, mais pourquoi ils sont comme ça et comme ça? Enfin, Et Après, comment on peut choisir en fait qu'ils soient dans ce sens-là? Bon, attendez, je vais vous montrer le dessin à nouveau, parce que voilà. Regarde, c'est le dessin vert là. Vous le voyez ou pas? Ça va ou pas? Vous voyez l'écran là? C'est bon? Oui. Alors, Ouais. regarde, le θ, regarde. Pourquoi on a pris le θ dans ce sens-là? Parce que c'était notre premier élément d'intervalle. Regarde, θ, c'est le premier là. Phi, c'est le deuxième. Donc, quand on fait le produit vectoriel, on va faire le produit vectoriel de tθ, qui est là, avec t phi, d'accord? Donc ça, c'est mon premier doigt. Tθ, d'accord, c'est le pouce. T phi, c'est l'index. Est-ce que tout le monde est d'accord? ouais. Ok, ouais. Ok. Donc, on est d'accord, on a enregistré tθ, c'est le pouce. T phi, c'est l'index. Et donc, si vous faites pouce index, vous voyez bien que le majeur, il rentre dans la sphère. Monsieur, ce sera toujours donné dans l'énoncé l'ordre. Par exemple, on Non, aura toujours. non, non, non. Ah merde. Dans l'énoncé, on vous dira, on ne vous donnera pas l'ordre des tθ et des tφ. Dans l'énoncé, vous êtes d'accord, vous aurez. Ça commence comme ça l'exercice. On vous donne une surface, on vous donne une fonction à intégrer sur cette surface et on vous dit, on y va. Donc c'est à vous de choisir la paramétrisation. D'accord? Par contre, dans un énoncé, on peut très bien vous dire, en prenant comme vecteur les vecteurs normaux, tous intérieur ou extérieur. On peut vous dire ça. Donc après, si on vous dit ça, vous choisissez une paramétrisation, peu importe ce que ça vous donne comme vecteurs normaux, vous calculez les trucs, et puis en fonction de votre paramétrisation, vous pourrez avec vos doigts comprendre si vous rentrez ou vous sortez de la surface. Et on aura juste à inverser. Et ben voilà, si vous choisissez une paramétrisation qui vous donne un vecteur normal qui sort alors qu'il faut qu'il rentre, du coup vous mettrez un moins devant tout simplement. Donc ça ne change pas grand-chose au final. D'accord. Ok. D'accord? Mais est-ce que tout le monde a compris ça là? J'insiste bien sur ce truc-là. Tout le monde a compris ça? C'est bon maintenant? Ouais. Clair? Ok, super. Allez, je vais couper la caméra du coup. C'était juste pour vous expliquer le truc, même si c'est sympa de se voir. Moi, je ne vous vois pas, mais voilà. Donc, hop. Donc, on a bien ce truc-là. Donc, tout le monde a compris, on est d'accord. Donc, tous les vecteurs normaux, ils rentrent. Bien. Alors, donc on a terminé, c'est ce que vous voyez justement dans la figure, page 68. Si vous regardez bien page 68, vous avez une belle sphère avec plein de vecteurs qui rentrent. Et ils disent, on n'a pas à tracer le bord de la sphère, on a juste tracé les vecteurs normaux qui rentrent dans cette sphère. D'accord? Donc c'est bien ce qu'on avait ici, tous nos vecteurs normaux, ils rentrent parce qu'on a choisi de paramétriser par rapport à θ d'abord, puis par rapport à phi. Donc règle des trois doigts, produit vectoriel, le normal, elle rentre. Et si je fais ça partout, j'aurai que des vecteurs comme ça qui rentrent. Bien. Alors. Donc, ici, du coup,
j'ai défini tout simplement voilà, avant de faire l'exemple d'en dessous, voilà, justement. Si on suppose que S est une surface régulière, le choix d'un champ de vecteurs normaux unitaires donne l'orientation de S. D'accord? Donc, on oriente, vous vous rappelez, quand on a des courbes paramétrées dans le plan ou dans l'espace, l'orientation de la courbe, c'est par rapport au sens trigonométrique. Pour les surfaces, l'orientation d'une surface va être donnée par rapport au normal. Donc, on oriente les surfaces, soit vous avez deux possibilités, soit vous l'orientez comme ça, ou il y a deux normales possibles. Vous avez soit cette normale, soit vous permutez justement ces deux vecteurs et ça vous donne l'opposé des normales. D'accord? Vous avez l'une ou la négation, enfin le négatif de, voilà, ou son opposé en fait. Donc ça vous donne deux normales possibles. Ok. Est-ce que tout le monde a compris? Quand on permute dans le produit vectoriel les deux vecteurs, on a moins ici. D'accord? Et puis en dessous, j'ai laissé TU vectoriel TV, mais c'est la même chose en norme, hein, puisque ça sera positif de toute façon quoi qu'il se passe. Tout le monde a compris ça? Ouais, c'est bon. Oui. Donc j'ai essayé de comprendre l'exercice qu'on vous proposait, page 69. J'avouerai que c'était pas clair. Il y avait deux figures, d'accord? Et ensuite, ces deux figures. Alors, je vous laisse lire. Alors, attendez, j'ai un coup de fil important. Je vais me mettre en mute 2 secondes et je reviens. Écoutez, hein, la vérité, j'en ai comme ça. Moi, je me forçais à faire un truc. Pensez à prendre les angles par le bas. Je suis désolé, il va falloir que je descende. J'ai une petite livraison là, de colis d'une fenêtre. Sinon, ça va être trop galère parce que je change une fenêtre chez moi. J'en ai pour 5 minutes, pas plus. Est-ce que je peux vous laisser 2 secondes et après je reprends l'explication du cours promis? D'accord? Est-ce que vous pouvez. Ouais, pas de souci. Pas de Pas de problème. souci. Allez-y, monsieur, pas de Pas de soucis. problème. Ah, c'est super. Merci beaucoup à vous me sauver là. J'arrive. Merci. Je suis pas d'accord.
Ok, donc on va pouvoir reprendre. Je fais un peu de sport là. Ah là là. Donc, du coup, voilà. Donc l'exercice, c'est un exercice un peu bizarre dans le sens où on vous donne des figures, donc S+ et S-, et on vous demande de paramétriser les formes. Donc, voilà. Donc, du coup, cette figure, moi je ne savais pas trop ce que c'était au début, mais ça ressemble à une parabole. Paraboloïde. Hein, ça fait bien une parabole. D'accord? Donc, on est parti du principe que S+, c'est parabole, paraboloïde, on ne connaissait pas la hauteur. Donc, j'ai pris comme hauteur A. D'accord? Et on ne savait, on n'avait aucune info, on a juste un vecteur comme ça. N, ils nous disent N, il est extérieur, ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je me suis dit, bon, bah, comme il faut paramétriser cette surface S et qu'on a le choix de faire ce qu'on veut, du coup, je me suis dit, bah voilà, X pointe vers nous, Y monte, le Z, il va là. D'accord? Règle des 3 doigts. X, Y, Z. On est d'accord. X, Y, Z. Donc ici, nécessairement, la normale, elle est sur moins Z. En tout cas, en ce point. Ça va déjà la figure? Ah merde, ah non, si c'est bon, j'étais en... C'est bon, ça va. Non, j'ai cru que j'étais en mute depuis tout à l'heure. Je suis en train de me dire, zut. Est-ce que la figure, ça va, c'est compris là? Ce que j'ai expliqué là. Parce qu'en fait, vous avez le choix de prendre ce que vous voulez. Donc, je pris le plus simple. Je me suis dit, bon, bah, c'est un paraboloïde. Je vais me mettre sur le sommet ici. Là, je mets mon X, mon Y, le Z. Et là, j'ai le moins Z. Ça va ou pas, cette figure? Ça va. À peu près. Et là, c'est un exercice spécial parce que c'est jamais comme ça les exercices. Il y a jamais une figure et on vous demandera. Voilà, c'est rare qu'on vous demande une paramétrisation d'une figure comme ça. C'est juste pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Comme c'est un paraboloïde, du coup, j'ai défini l'équation d'un paraboloïde. Ici, S. Et j'ai donné tout simplement une paramétrisation de ce paraboloïde. Donc, je me suis dit, un paraboloïde, il est paramétrisé sur 0,2π et 0,a pour la hauteur, comme d'habitude. Je ne me suis même pas posé la question de savoir s'il faut mettre z avant θ ou le contraire. J'ai mis ça comme ça. D'accord? L'idée, c'est de comprendre déjà le dessin et la paramétrisation. Au pire, s'il faut permuter les deux ensemble, eh bien, plutôt que de les permuter dans la définition, j'opposerai mon vecteur normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ma paramétrisation, elle est là. OK. Donc, du coup, pour y voir un peu plus clair, j'ai mis un œil ici qui regarde dans cette direction Z. Donc, du coup, vous êtes d'accord, j'ai cette représentation ici. D'accord? Si je mets l'œil ici, on a cette vision. Donc, le Z pointe vers nous, le X est à droite et le Y est en haut. On est d'accord? Bien. Donc, si on réfléchit un petit peu, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir Tθ. Donc, θ, c'est ce qui permet de faire varier les... on varie par rapport aux angles. Alors, il faut imaginer une coupole. Bien, alors je me remets en vidéo. Ça va être marrant. Donc, vidéo. Alors, c'est pas vraiment un paraboloïde, hein, c'est plutôt une jarre. Bon, peu importe. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, tac, alors c'est pas transparent, c'est pas super. Si je vous prends une pinte de bière, je sais pas si j'ai des verres de pinte. Bon. Alors, voilà. Donc, d'accord? C'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'on avait dit? Le Z qui monte. Ok. Alors, pardon. Donc, on a dit que 0,2πz, 0,2π, comme ça, le Z, voilà. Donc, attendez, je reviens sur la vidéo. Hop, voilà. Donc, c'est un ancien verre de bière, en fait. Hein. Hop.
En fait, hop, plutôt comme ça, parce que le Z, il monte. Vous êtes d'accord? Je tourne comme ça, le Z, il monte, et du coup... C'est bon? C'est compris. Vous avez compris? Benjamin, t'as compris? Ça va, oui, ça va. ouais, écoutez. Ah ouais, Ah, ça va. nickel. Ah ouais, forcément, hein. Forcément, hein. On comprend mieux avec ça. Hein. Oui, hein. Ça aide, c'est sûr. Ça aide. Donc, Ouais, du coup, ça parle. bien, alors du coup, je reviens sur le cours. On a pile poil cette configuration. On varie le pouce, c'est vraiment du θ. Ça fait la géométrie finalement circulaire du verre. Là, on monte avec le Z et du coup, si c'est pouce index, bah, du coup, majeur, il sort. D'accord? Donc, on a bien que S+, par rapport au dessin qu'il nous avait dit au début, il nous avait mis que la normale en ce point était par là. Donc, ça veut dire que toutes les normales sont extérieures. Bah, ça veut dire que le choix qu'on a fait ici est correct. On a bien S+, phi de D. Et donc, le S- qui est défini à côté, le même verre, mais avec les normales intérieures, bah, du coup, tout simplement, je dirais que je permute tout simplement les deux. C'est donc psi de ça, la paramétrisation. S'il fallait paramétriser S-, avec une normale donc intérieure, on pourrait permuter donc les deux ensemble. Voilà, c'est ce que j'ai écrit à côté. S+, c'est ça. S-, c'est ça. D'accord? Parfait. Alors, du coup, autre exemple. Alors oui, dans l'exemple proposé, il y a une première question par rapport aux deux figures, et ensuite, il y a un énoncé. Donc du coup, c'est un peu bizarre tel que c'est écrit. En tout cas, là, par contre, on vous donne une surface. On vous dit la surface, c'est ça. D'accord? Et ensuite, on vous dit bah, faire un schéma, donner une paramétrisation, calculer un vecteur normal, etc. D'accord? Donc, on va pouvoir faire tout ça. Alors, du coup, là, j'avais fait une superbe serre, en fait. Hein, voilà. C'est une serre, en fait. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est l'objet défini, c'est l'objet qu'on définit au-dessus. Alors, ici, donc, y carré plus z carré égale à 16. Donc, ça veut dire que si on n'avait que ça, on aurait un cylindre. Attention, un cylindre d'axe x, OX, d'accord, puisque c'est y et z qui varient par rapport à 16. Et ensuite, donc, vous avez votre x qui est compris entre -2 et 4. D'accord? Donc, ça veut dire que la hauteur du cylindre varie entre -2 et 4, une hauteur de 6. Et ce n'est pas vraiment un cylindre, puisque tous les z sont positifs. Donc, les z sont positifs, donc je ne trace pas ce qui est en dessous pour les z négatifs. On a une variation de y et de z par rapport à un circulaire, puisque de rayon 4, puisque 16 ici, donc 4 au carré. Et donc, on a un rayon 4 ici, tac, un demi-cercle. Là, j'ai fait les 3 demi-cercles, un à l'origine, les 2 autres aux extrémités, et que j'ai connecté. Du coup, on a bien cette forme. D'accord? Donc, ça fait un demi-cylindre d'axe X, grosso modo. C'est la forme qui est définie ici. Et voilà, donc du coup, en fonction de la paramétrisation, après, donc on vous dit donner une paramétrisation de ce cylindre. Donc, ça c'est S. Du coup, S est égal à psi de D. Du coup, il faut définir D et psi. Alors, je ne me suis même pas posé de question. Je me suis dit, les X, ils varient entre -2 et 4. Et j'ai que ça comme contrainte. Donc, X, c'est X. Ensuite, mes Y et mes Z, bah, vérifie cette équation. Donc, tout simplement, on a ça. D'accord? Le θ varie entre 0 et pi, attention, parce que on a un demi-cylindre. D'accord? Donc, ça varie bien entre 0 et pi, et non pas 2pi. Et 4 cosinus θ, 4 sinus θ. Avez-vous des questions sur la paramétrisation? Non, c'est clair. Alors là, j'ai squeezé la question 3 tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait n'importe quoi. De toute façon, la question 3,
elle est en dessous, je crois. Donc, je crois que j'y reviens ici. D'accord? Donc, j'ai oublié de faire la question 3, la régularité de la surface. Donc, une fois qu'on a paramétrisé la surface, eh bien, on calcule ces vecteurs tangents. Deux vecteurs tangents, celui-ci et celui-ci. D'accord? Je vous laisse regarder un petit peu, parce que là, je vais un peu vite, peut-être avec vous, vu que tout est écrit déjà. Je vous laisse un petit peu regarder tout ça. Parce que là, on a encore 1 heure, hein, parce qu'on finit à 12h45. On a tout notre temps, attendez. Surtout que l'autre groupe, ils m'ont bombardé de questions tout à l'heure. Donc, du coup, on n'a pas avancé à fond. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que s'il y a le moindre souci, hein, si par exemple, je sais pas, il y a une incompréhension, vous voulez que je revienne sur une notion, vous me le dites, hein, il n'y a aucun problème. Alors, donc, les vecteurs tangents. Vous êtes d'accord qu'il y en a 2 à construire. Il y a 2 vecteurs tangents à construire sur la surface. Donc, vous avez le premier par rapport au paramètre x. D'accord? Donc, on dérive tout ça par rapport à x. Ça nous fait 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. X, hein. Si vous vous mettez sur un point du cylindre, vous êtes d'accord que si vous variez suivant x, vous avez toujours le même vecteur tangent sur la surface qui est collinaire à OX. Ils sont tous collinaires à OX. OK? Donc, ils valent tous 1, 0, 0. Et ici, vous avez le vecteur tangent en θ. Donc, on dérive tout ça par rapport à θ. Tac. OK. Bien. Donc, on a ceci. Ces deux-là. Et donc, le produit vectoriel il est égal à ça. Donc, on pourrait éventuellement partir sur la question 3, direct. Avant de faire tout ça, regardez, donc c'est bien régulier. Pourquoi? Parce que quand je fais le produit vectoriel, ici, le produit vectoriel qui est là, donnera toujours un vecteur non nul, parce qu'il est impossible d'annuler simultanément cosinus θ et sinus θ. En effet, si je veux annuler un cosinus θ, il faut que je prenne un angle qui est égal à pi sur 2 modulo pi. Donc, en l'occurrence ici, il faudrait que je prenne un θ égal à pi sur 2 ou à 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, ça marche pas mal, en plus. Parce que c'est pas dans le domaine, donc on va dire pi sur 2. Bah, du coup, on voit bien que sinus pi sur 2, lui, n'est pas nul. Donc, on ne pourra jamais annuler en même temps les deux. Donc, la fonction est bien, enfin, la surface est bien régulière, bien entendu. Alors, une fois qu'on a vérifié la régularité de la fonction, ça, c'est un vecteur normal. Du coup, on calcule sa norme. La norme de ce vecteur, bien sûr, c'est 4. Un 0 au carré plus ça au carré plus ça au carré, ça fait 4. Du coup, le vecteur normal unitaire, d'accord, on divise tout ça par 4. Donc, ça donne ça. Il est entrant. Alors, pourquoi il est entrant? Bien sûr, on peut le comprendre avec sa valeur, mais on peut aussi le comprendre avec la géométrie. Toute simple. Du coup, mettez-vous sur le cylindre, ici. Votre Tx, il va vers nous, parce qu'on va de -2 qui est là-bas à 4. Donc, on va bien, le pouce vient vers nous. Le θ, il borde le cylindre tranquillement, l'index, et donc le vecteur normal, il rentre dans la surface. Donc ce vecteur qui est là, avec les mains, on comprend qu'avec les mains, le vecteur normal, il va rentrer. Or, en question 4, on vous demande de donner un vecteur normal unitaire sortant. Donc, il suffit de l'opposer, puisque le nôtre, il est entrant. Eh bien, on oppose celui qu'on vient de calculer. Du coup, on a bien un vecteur normal unitaire sortant en mettant un moins devant. Ça va ou pas? Vous voulez qu'on fasse une explication? Ou pas du tout, là? Vous voulez une explication ou pas, là? Oui, pourquoi pas. Ok. Désolé, j'ai ouvert la fenêtre, donc je me mets un peu à l'aise. Alors, du coup...
Donc, voilà. Donc, j'essaie de pas renverser le café quand même. Alors, du coup, c'était quoi déjà? Ouais. Alors, ça, c'est le cylindre de tout à l'heure. Une boîte super crade. Alors, du coup, les X, là, c'est -2, on va dire. Là, je suis à -2, là, je suis à 4. D'accord? Donc, le DX, le TX, il fait comme ça. TX. Ah, mais il n'est pas transparent, en fait. Sinon, je reprends le verre. Je vais reprendre le verre. Imaginez que ce soit un cylindre, ce verre. T'as pété mon verre, quand même. Tac. TX. D'accord? TX. Ici. Premier doigt. Ensuite, l'autre, il fait comme ça. Il tourne dans le sens trigo. Hein. D'accord? Vous voyez? Ok. Donc, en fait, c'est comme si j'avais lui comme ça. Enfin, c'est comme si j'avais lui comme ça. Pardon, je fais n'importe quoi. Lui comme ça. Et donc, du coup, le troisième, il rentre. Dans le verre. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Non? C'est pas bon? Si, si, Oui, si. oui, monsieur. Yes? Sinon, on se sert une petite demi. Hein. C'est pareil. Hein. C'est bientôt l'heure de l'apéritif, hein, d'ailleurs. Moi, je suis chaud. Hein. Bah ouais. Mieux que les cylindres. Avec Ah. plaisir. C'est mieux que les cylindres. Hein. Bah ouais. Parce que le café, bon, c'est mal le matin, mais là, c'est presque l'heure. Hein. Est-ce que la personne qui m'a posé une question a compris ou pas du tout? Oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Alors, tac. Donc voilà, vous avez imaginé le verre là, transparent. Donc on avait le premier qui montait vers nous, le deuxième comme ça. Et si vous mettez votre main, imaginez que vous mettiez votre main sur le cylindre, et ben du coup on comprend que la paume de la main est sur le cylindre, puisque le pouce pointe vers nous, on va dire par rapport à la figure. Le T-θ, donc l'index, borde par rapport à la courbure, et donc le N, il rentre, bien sûr, dans la forme. Ainsi, comme la question, c'est de déterminer un vecteur sortant, je n'ai qu'à opposer le vecteur que je viens de calculer ici, pour avoir un vecteur N, donc sortant, du coup. Voilà, et ça, on en avait parlé tout à l'heure. Voilà, donc c'est pas parce que, finalement, on fait une paramétrisation qui donne un vecteur normal opposé à celui qui est demandé qu'on s'est trompé, puisque la question c'était donner une paramétrisation. Donc on ne s'est pas trop posé la question. Par contre, en réfléchissant, avec cette paramétrisation, on avait un vecteur n entrant, alors qu'on le voulait sortant, ce qui fait qu'on l'a juste opposé pour répondre à la question. Mais juste, monsieur, du coup, N, vous l'avez obtenu en le projetant sur le système cartésien de base? Bah, en fait, n, je l'ai obtenu en faisant le produit vectoriel, tout simplement. Bah, du coup, ah oui, ok. En fait, j'ai obtenu les valeurs de n par le produit vectoriel, et ça, il faudra toujours le faire. Et j'ai compris l'orientation de ce n avec la géométrie du produit vectoriel, tu vois. Ok. D'accord? Donc, en fait, il faut savoir faire les deux. Il faut à la fois savoir calculer, donc ça, je pense que c'est bon, c'est juste les applications de formules, mais aussi comprendre ce qu'on calcule. C'est-à-dire que une fois que tu as calculé ton n, il faut savoir où est-ce qu'il pointe, en fait. Tu vois, c'est super important. Et donc, utiliser la géométrie du produit vectoriel pour savoir où est-ce qu'il se situe, en fait, ce n. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça, c'est bon? N'hésitez pas à me poser des questions, hein, parce que du coup, on va attaquer la dernière partie. Alors. Ah oui, le tort, c'était galère, ça. Alors, j'ai pas de donuts à la maison. Hein, je suis pas trop aux donuts, moi. Donc, j'ai pas de bouée, malheureusement. Voilà, donuts. Donc, pour tracer un donut, c'est facile. Vous tracez d'abord une ellipse, et ensuite, vous faites ces deux morceaux. Et ça vous fait un superbe donut à l'américaine, quoi. Il n'y a plus qu'à le tremper dans un café américain pour kiffer les States. Donc, du coup,
trouver une expression d'un vecteur normal unitaire à la surface S du tore. Alors, le mot scientifique pour donut, c'est tore, voilà, dans un langage plus mathématique. Et ils vous disent, pour Jean-Baptiste, donut ce Canadien. Ah oui, mais Jean-Baptiste, c'est parce que... Ah oui, j'avais pas compris Jean-Baptiste, mais c'est parce que Jean-Baptiste, c'est un des profs... Ah oui, d'accord, c'est le prof canadien de l'ECE, ah oui. Donc, vous voulez faire une petite blague, je n'avais pas compris ce matin. Jean-Baptiste. Donc, le donuts. Ok, donc, peu importe. Donc, il vous donne sa paramétrisation. Voilà, on l'admet. On admet que la paramétrisation du donut de Jean-Baptiste, c'est ça. Et du coup, eh bien, la question, c'est de calculer un vecteur normal. Donc, comme d'habitude, de la paramétrisation de ce tore, on déduit donc les deux vecteurs tangents. Donc, tout simplement, x, y, z, que je dérive par rapport d'abord θ, parce que ils ont paramétrisé la forme d'abord avec θ, puis avec phi. Donc, tout simplement, on dérive ça par rapport à θ, tout ça. Ça nous donne exactement ce vecteur ici. Et tout ça par rapport à phi. Ça vous donne celui-ci. D'accord? Donc là, je vous demanderai vraiment d'écrire la correction, puisqu'il n'y a aucune... voilà, il n'y a aucune réponse, aucun élément de réponse. Donc c'est vraiment à vous de tout écrire. Donc vous avez ici les deux vecteurs tangents, avec leur valeur. Et donc, on vous demande de calculer le produit vectoriel de ça. Donc, comme d'habitude, moi, comme je ne connais pas par cœur le produit vectoriel, et puis je le fais toujours de cette manière, et bien du coup, je barre, ainsi de suite, les différents éléments pour reconstruire ici la valeur du produit vectoriel. Donc, première étape, je barre la première ligne et je fais le produit croisé classique entre ça et ça, moins ça et ça, etc. Tac, 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 jusqu'à ce que j'arrive sur le vert. Et sur le vert, quand on barre la dernière, fait ça fois ça, moins ça fois ça, et ça vous donne cette expression assez horrible. Sauf que cette expression horrible, finalement, on constate que on peut déjà factoriser par sinus phi, qui est commun dans les deux termes de la somme, et sinus phi 1 plus cosinus phi ici. Et du coup, il nous reste sinus carré θ plus cosinus carré θ qui font 1. Donc le dernier terme ici, là, qui est assez lourd à gérer, en fait, est très simple, puisque ça donne simplement ceci. Donc là, on a un vecteur normal unitaire. Et ben, la question, c'est de déterminer un vecteur normal unitaire. Bah, là, c'est un vecteur normal. Maintenant, on veut le vecteur normal unitaire. Donc, on calcule la norme de tout ça. Donc, classique. Alors là, j'ai été peut-être un peu vite dans le calcul, mais bon, on va le faire oralement. On constate que 1 plus cosinus phi apparaît dans toutes les composantes de mon vecteur normal. Donc quand je fais la norme de tout ça, je peux factoriser bien sûr chaque composante par 1 plus cosinus phi. 1 plus cosinus phi, c'est une valeur positive ou nulle. Pourquoi? Parce que cosinus est compris entre moins 1 et 1, donc 1 plus cosinus phi sera toujours positif ou nul, au pire. Donc voilà, on peut le sortir de la norme comme ceci. D'accord? Et donc, il reste racine carrée de toute cette somme. Donc ça au carré, plus ça au carré, plus sinus phi au carré. Une fois qu'on a fait la racine, eh bien, il faut simplifier cette racine. Alors, comment faire? C'est un peu comme pour les sphères, on factorise par les éléments en commun. On constate que la factorisation vous donne à la fin que toute la racine fait 1. Ici. Ainsi, le vecteur normal unitaire, eh bien, n'est rien d'autre que le vecteur normal qu'on vient de calculer divisé par sa norme, qui est 1 plus cos phi. Et donc, on obtient tout simplement ceci. Monsieur, Yes. pour la paramétrisation, c'est à connaître par cœur ou Franchement, le tore, c'est la première fois qu'on le voit. Donc, il ne faudra pas l'apprendre par cœur, bien sûr. Ça m'étonnerait que vous ayez une intégrale de surface sur un tore. Si vous l'avez, on vous donnera
si vous avez ce type d'intégrale à faire sur un tore, on vous donnera, je pense, la paramétrisation. Parce qu'on ne l'avait même pas vu, rappelle-toi, quand on avait fait les surfaces paramétrées en octobre, quand on avait fait le rajout de cours, on ne l'avait pas établi. Alors, ça se démontre, ça. Hein. Le tore, c'est aussi une forme super importante hein, dans les surfaces paramétrées. C'est juste qu'on ne l'a pas vu en cours. Donc, comme on n'a pas étudié le tore en cours, on l'a juste vu aujourd'hui, mais on vous a donné la paramétrisation. Donc, du coup, on vous donnera la paramétrisation si un jour, si par exemple, on vous demande de calculer sur un tore. D'accord. D'accord. Et donc, on a calculé notre vecteur normal, tout simplement. Est-ce que c'est clair, ça? Yes? Il n'y a même pas la question de savoir où est-ce qu'il pointe, ce vecteur, parce qu'en fait, vous ne connaissez pas le phi et le θ. Alors, attendez, parce que du coup, moi aussi, j'ai oublié. Bon, tant pis, on ne va pas le faire. De toute façon, on a automatiquement le vecteur normal qui est là. OK. Donc, je vous laisse regarder un petit peu tout le raisonnement. Et puis, on passe à la dernière partie. Du coup, il nous reste un peu plus de 40 minutes. On a été super vite. Parce que, en effet, vous avez participé, mais pas trop de questions. Du coup, bien. Est-ce que tout le cours est clair pour tout le monde? Puisque avant d'attaquer justement les explications, les dernières explications, est-ce que je veux juste m'assurer que tout le monde ait compris tous les éléments qu'on a abordés? Donc, c'est clair pour tout le monde? Ouais, ça va. Super. Donc, voilà, la dernière partie du cours que j'ai faite tout à l'heure consiste tout simplement à vous expliquer un petit peu mieux dans les intégrales de surface qu'on n'a pas encore définies. Donc, c'est un préambule, si vous voulez, à la définition de ce que c'est qu'une intégrale de surface. D'accord? Tout à l'heure, on avait dû terminer ça un petit peu rapidement. Donc, du coup, avec vous, on va passer un peu plus de temps là-dessus. Alors, ça, c'est fondamental. Hein. Tout ce que je vais définir maintenant, c'est le préambule des intégrales de surface. Donc, on définit S régulière, psi, sa paramétrisation sur le domaine D. Du coup, comme d'habitude, on a ça. D'accord? De classe C1. Très bien. Pour pouvoir faire les dérivées partielles pour les vecteurs tangents. Donc, essayons d'y voir plus clair. Donc là, j'ai fait une surface paramétrée. Vous voyez, j'ai fait un patch, un espèce de patch. Parce que je trouve que c'est plus facile de représenter les tangences et les vecteurs normaux sur un patch, sur une espèce de domaine comme ça, un carreau, quoi. D'accord? Mais bien sûr, on peut imaginer que S soit une sphère, que S soit un cylindre, etc. D'accord? Donc là, j'ai juste tracé une surface paramétrique quelconque définie comme ça, comme un patch. Alors, dans cette surface, donc du coup, elle est paramétrisée sur ce domaine D. D'accord? Donc là, D est défini par ce domaine qui est là. Et sur ce domaine, donc j'ai mis les variations de U et les variations de V. D'accord? Et j'ai mis DU, DV, des petites variations de U et de V. Tout simplement. DU, DV, c'est comme DX. Hein, sauf que quand on écrit DX ou DY, c'est par rapport à X ou Y en cartésien. Ici, c'est par rapport à U et V, par exemple, des nouvelles variables qui définissent les nouveaux paramètres. Bien, donc, ici, je me suis mis sur un point quelconque de ma surface S. Ce point, je l'ai appelé psi de UV, du coup, puisque c'est psi qui me définit tous les points de S. Donc, je me suis mis sur ce point. Et donc, comme d'habitude, mon vecteur tangent en U, mon vecteur tangent par rapport à V, donc j'ai mes deux vecteurs tangents ici. Et là, j'ai pris le soin de tout écrire. Et je vais expliquer en dessous pourquoi c'est comme ça. Donc en vert, enfin déjà en rouge ici, ce domaine surfacique, ce petit domaine est défini par le produit vectoriel de U, enfin de TU avec TV, multiplié par DU dV, qui est en fait une valeur toute petite. Si je multiplie DU avec DV, c'est comme si j'avais un petit incrément de U et multiplié par un petit incrément de V. Donc c'est infinitésimal, ce domaine. Et en fait, ici, vous avez le produit vectoriel
donc la normale à la surface, d'accord, tout simplement. Et donc là, pareil, j'ai mis le grand vecteur ici, c'est TU vectoriel TV, et donc lui là, c'est un petit vecteur normal, TU vectoriel TV, ici. D'accord? Donc, je vais expliquer bien sûr dans le détail tout ce truc-là. Alors, qu'est-ce que l'on définit par élément de surface? En fait, un élément de surface est tout simplement ce vecteur, TU vectoriel TV, multiplié par DU dV. Donc en fait, c'est ce petit vecteur. Et ce petit vecteur sera symbolisé par ds pour les fonctions vectorielles à intégrer sur psi. Donc ça, c'est page 71. Si vous regardez la page 71 tout en haut, je vous conseille de regarder en même temps, eh bien, dans la page 71, vous avez la définition d'une intégrale de surface pour une fonction vectorielle grand F. D'accord? Grand F, si vous regardez bien, c'est une fonction vectorielle puisqu'elle va de R3 dans R3. Et on fait le produit scalaire, d'accord, de F avec ds. Et ds correspond au vecteur orthogonal à S, donc à tous les vecteurs orthogonaux à S, infinitésimaux. Donc en fait, c'est pour ça que c'est un élément de surface. Il faut imaginer que la surface, elle est décrite par tous les vecteurs qui lui sont normales, et c'est des petits vecteurs, tout petits vecteurs infinitésimaux. Donc on décrit toute la surface par rapport à ceci, et on fait le produit scalaire entre la fonction vectorielle et ce petit vecteur qui définit les éléments de surface de S. Est-ce que ça va à peu près? En fait, ça correspond au calcul du flux à travers la surface. En gros, si vous avez un champ de force, imaginez, donc vous avez un champ magnétique ou je sais pas quoi, un champ de force, du vent, n'importe quoi, une soufflerie, voilà, vous avez par exemple, imaginez, ça c'est une nappe, d'accord, et vous avez une soufflerie en dessous, on souffle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on balance du vecteur. Et bien, du coup, le calcul du flux, d'accord, de ce champ de force F à travers la nappe est symbolisé par la formule que vous avez, page 71. D'accord? Et du coup, c'est comme si on faisait le produit scalaire de tous les vecteurs normaux à la surface avec le champ de force. Et ça vous donne l'intégrale double. L'intégrale surfacique, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris l'explication. Si, ça va. D'accord, donc en fait, calculer une intégrale double d'une fonction vectorielle, d'accord, ce n'est rien d'autre que le calcul d'un flux, du flux du champ de force F à travers la surface. Et le à travers la surface, justement, est symbolisé par le petit vecteur normal ici, qui est en fait l'élément de surface de S. Voilà. Donc c'est vraiment en physique, c'est vraiment un outil qu'on utilise énormément en physique pour caractériser donc les calculs de flux à travers des surfaces. D'accord ? Il faut savoir que les fonctions vectorielles symbolisent des champs de force, des champs vectoriels, donc ça peut être des forces, n'importe quoi, une soufflerie, un champ magnétique, je ne sais pas. Et à travers tout ça, et donc on l'applique à travers une surface S paramétrisée par psi. Et donc ça, c'est notre élément de surface à faire produit scalaire avec F. Voilà, donc peut-être que vous avez déjà fait des exercices en TD utilisant ces notions, donc ça serait normalement ça sera le cas cette semaine. Malheureusement, il y a un décalage au niveau du cours, donc on est un petit peu en retard, mais bon, en tout cas, je fais tout pour vous expliquer un petit peu mieux les choses, parce qu'en TD, vous faites que du calcul, mais c'est bien de comprendre en cours d'où ça vient. Donc ça, c'est l'élément de surface, et il reste à définir l'élément d'air. Alors, l'élément d'air, tout simplement, je vais le définir ici, c'est la norme. Alors la différence entre l'élément de surface et l'élément d'air, elle est tout simplement liée à l'utilisation de la norme. Si je fais la norme de TU vectoriel TV, d'accord, donc ça va me donner un réel. Ça me donne un réel positif.
multiplié par du dv, donc ça va me donner un réel infiniment petit, puisque du et dv sont des accroissements infiniment petits de u et de v. Et donc ça va symboliser le ds pour les fonctions scalaires à intégrer sur psi. C'est exactement la définition page 70. Donc vous avez page 70 et 71. En 70, tout en haut, intégrale de surface de fonctions scalaires. Si votre fonction est une fonction scalaire, donc une fonction scalaire, par exemple, c'est une fonction qui va de R3 dans R. Donc, ça peut être des températures. Imaginez, dans une pièce, voilà, dans votre appartement ou chez vos parents, je ne sais où, vous êtes dans un milieu clos. Normalement, la température est constante. Mais la température peut bien sûr varier si vous ouvrez une fenêtre. Donc, en tout point de l'espace, vous allez avoir une fonction scalaire qui est définie par une température, par exemple. Donc, en tout point de l'espace, vous allez avoir une température différente, par exemple, si vous ouvrez une fenêtre. Donc ça va définir un champ scalaire, puisque à un point de l'espace, j'associe une valeur numérique, donc, par exemple, une température. Du coup, si je dois calculer l'intégrale de surface sur ce champ scalaire, eh bien, mon champ, il est scalaire, donc mon champ, il est réel. Je ne peux pas le multiplier, je ne vais pas faire son produit scalaire avec ça n'aura pas de sens. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement multiplier mon champ scalaire avec ce petit domaine d'air. D'accord? Et ça, en fait, ça symbolise tout simplement l'aire du petit parallélogramme que vous voyez ici. Donc, la norme de TU avec TV, c'est l'aire du parallélogramme engendré par TU-TV. Et si je le multiplie par DU-DV, j'ai l'aire d'un petit carreau infinitésimal de la surface. Alors, en dessous, j'explique pourquoi la norme d'un produit vectoriel, justement, c'est l'aire d'un parallélogramme. Donc, j'ai tout simplement tracé un parallélogramme engendré par TU et TV. Hein, donc mes deux vecteurs qui sont là, TU, il est là, TV, il est là. C'est mes deux vecteurs. Okay. J'ai pas mis UV, hein, ça m'a saoulé, j'ai juste mis TU et TV, mais c'est les mêmes qui sont au-dessus, là. Tac. Voilà, et donc du coup, ce qui se passe, c'est que la norme du produit vectoriel, eh bien, la définition d'une norme de produit vectoriel, c'est norme de TU multipliée par norme de TV multipliée par le sinus, la valeur absolue du sinus de l'angle. C'est la définition de la norme d'un produit vectoriel. Et on constate que la norme d'un produit vectoriel, tout simplement, c'est base fois hauteur. Donc base fois hauteur. Et base fois hauteur, eh ben, c'est l'aire d'un parallélogramme. D'accord? Si je fais base fois hauteur divisé par 2, j'ai l'aire du triangle. Bah, si je multiplie par 2, j'ai l'aire du parallélogramme, d'accord? Voilà. Donc, la norme de TU vectoriel TV, c'est l'aire du parallélogramme engendré par TU et TV, tout simplement. Donc, si je multiplie cette aire par DU dV, eh ben, je vais avoir l'aire infinitésimale d'un petit carreau de la surface. D'accord? Et quand j'intègre F sur tous ces petits carreaux, eh ben, je vais avoir l'intégrale de surface, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans tout ça, mais en tout cas, voilà, j'ai à peu près tout expliqué. Donc maintenant, c'est à vous de vous dire, est-ce que vous avez réellement compris? Si c'est le cas, pas de souci, vous pouvez tout simplement regarder la suite du cours. Sinon, je peux tout simplement, et je peux expliquer tout ce que vous voulez hein, par rapport à tout ce que j'ai énoncé aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez expliquer la différence entre la fonction scalaire qui va de R3 dans R et... Attends, je t'entends trop loin. Est-ce que tu pourrais augmenter le son, peut-être, ou parler plus mieux? Vas-y. Oui, est-ce que vous pouvez réexpliquer la différence entre une fonction scalaire quand ça va de R3 dans R avec une fonction qui va de R3 dans R3? D'accord. Alors, une fonction qui va de R3 dans R est une fonction dite scalaire. Pourquoi? Parce que les images sont à valeur réelle. Donc les images sont des réels. F de x, y, z est donc un nombre réel. Tu vois? Ok. D'accord? C'est bon ça ou pas? Oui, c'est bon.
Et donc, une fonction vectorielle, du coup, c'est une fonction qui va de R3 dans R3. Et donc, f de x, y, z, c'est donc un vecteur de R3. D'accord? Donc, tout simplement, une fonction scalaire va être... je vais écrire 2-3 trucs, du coup. Alors... Donc, par exemple, f donc, si ton f va de R3 dans R, tu es d'accord que à x, y, z, on associe f de x, y, z. D'accord? Donc, ça, c'est f fonction scalaire. Et si ton f va de R3, alors exemple, f qui va de R3 dans R, qui a x, y, z, associe 2x carré plus x moins z, par exemple. C'est bien un nombre réel. D'accord? Donc, un nombre réel qui va dépendre de la position spatiale. Donc, par rapport à la température que j'ai énoncée tout à l'heure, je vous ai dit, par rapport à la position spatiale, on va avoir telle ou telle valeur. D'accord? Donc, du coup, tout dépend. Alors là, c'est assez compliqué à modéliser, ça. Hein. La température dans une pièce, tout dépend de comment rentre l'air froid dans une pièce chaude, par exemple, comment ça va refroidir, quels sont les courants de l'air qui rentre, etc., dans une pièce qui a une certaine géométrie. Enfin, tout ça, c'est assez compliqué. Mais on peut concevoir le fait que, par rapport à une position spatiale, on ait voilà, derrière une valeur numérique qui va donner, par exemple, la température, d'accord, qui va donner le taux d'humidité, qui va donner, j'en sais rien, enfin, que des valeurs numériques comme ça qui sont réelles. Et ensuite, on peut aussi imaginer que si votre fonction f va de R3 dans R3, du coup, donc là, on a x, y, z, d'accord, pareil, qui associe f de x, y, z, sauf que ce f de x, y, z va être défini par rapport à un x. Alors, je ne vais pas mettre x du coup, puisque ça serait absurde par rapport à mes paramètres. Mais du coup, on va avoir ici une fonction qui va tout simplement être un vecteur. Donc, du coup, hop, je vais plutôt l'écrire comme ça. Donc, ce vecteur va donner, par exemple, va être défini par rapport à 3 fonctions. Voilà. Et ça, c'est une fonction, donc, dite vectorielle, puisqu'elle est à valeur dans R3, tu vois. D'accord. Et je vais faire un petit exemple à côté. Donc, f va de R3 dans R, 3, et donc, x, y, z associe f qui est égal, alors je ne sais pas, je vais donner un exemple, hein, tout simplement, x carré moins 1, x, y plus z, et racine de z carré plus 1, par exemple. Voilà. Donc ici, on a un exemple de fonction vectorielle et un exemple de fonction scalaire. Donc en fait, tout simplement, la différence, c'est que la fonction scalaire donne un réel, la fonction vectorielle donne un vecteur. Donc, si je reviens à ce que j'ai expliqué juste ici, quand on va intégrer des fonctions vectorielles, on aura donc un produit scalaire à faire avec le ds qui est défini comme élément de surface. Et quand on aura une fonction vectorielle à intégrer,
enfin scalaire à intégrer, pardon, il suffira de multiplier le nombre réel associé à x, y, z par le domaine ds, qui est donc un domaine qui sera juste un réel. Voilà. Donc c'est les deux définitions, pages 70 et 71, que vous pouvez lire tout de suite en fait, puisque là on n'a pas été plus loin avec l'autre groupe. Donc je préfère qu'on fasse vraiment le même avancement suivant les groupes, parce que bon, vous c'est normal, on était un peu plus vite parce que j'ai utilisé le support de l'autre groupe et puis vous avez posé un petit peu moins de questions. Donc c'est normal. Mais du coup, le temps qui vous reste, voilà, vous pouvez regarder un petit peu la suite du cours ou me poser des questions sur ce que vous voulez du cours. Voilà, j'y répondrai. Moi, j'ai une question, monsieur. Ouais. J'ai pas compris. C'est quoi la différence entre les intégrales de surface qu'on a vues là avant, dans les intégrales multiples, et ces intégrales de surface-là? Ah, eh ben, en fait, si tu veux, c'est pratiquement la même chose. La seule différence, c'est que ici, dans une intégrale de surface, précédemment, je ne sais pas si tu te rappelles, on faisait la jacobienne en faisant le changement de variable. Tu te rappelles? Ouais, R égale jacobienne, ouais. Ouais, voilà. Donc du coup, notre intégrale de double ou triple était définie par changement de variable systématiquement. Et donc, ce changement de variable donnait une formule où le jacobien intervenait, le déterminant de la jacobienne. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais, ça me dit quelque chose. Ça, c'était pour les intégrales doubles. D'accord. Ici, en fait, c'est un petit peu différent parce que l'intégrale de surface, ça va plutôt mesurer le flux donc d'une fonction à travers justement pour une fonction vectorielle, ça va mesurer donc le flux sur ce champ de vecteurs qui traverse la surface. Donc c'est un petit peu différent dans le sens où finalement c'est pas vraiment un changement de variable qu'on fait, c'est plus voilà, comment dire, c'est un peu compliqué à expliquer là. Mais du coup, c'est en fait, si tu veux, l'intégrale double, ça donnait un volume, hein, d'accord. Alors que l'intégrale, parce que ça donnait un volume dans le sens où on prenait la forme paramétrique, on faisait par rapport à dx, dy, et ça faisait, rappelle-toi, c'était le premier dessin qu'on avait fait, c'était tous les prismes, enfin pas les prismes, les parallélépipèdes qu'on jointait bout à bout, et ça donnait vraiment le volume entre la surface et le domaine que l'on avait, alors que là, c'est vraiment une force que l'on fait traverser, qui traverse une surface. D'accord? Et donc la force qui traverse la surface a une définition différente puisqu'on a besoin du produit vectoriel permettant d'avoir les normales à ces surfaces qu'on fait produit scalaire entre les normales et la force en elle-même. Donc c'est une thématique un peu différente. Si tu veux, quand tu fais une intégrale double ou triple, comme ça, avec une fonction, eh bien, c'est comme si on travaillait sur le volume ou le volume de l'hypersurface. Ok, ouais. Intégrale double et triple, c'était juste pour calculer le volume. Là, c'est vraiment pour calculer la surface de. Alors, c'est pour caractériser en fait la force qui traverse la surface. Que en fait, dans les intégrales doubles ou triples, on vous donnait un domaine, d'accord, et on vous donnait une fonction, et en fait, on regardait le volume. Par exemple, une intégrale double, hein, on va plutôt prendre double parce que c'est plus simple à se représenter. Imagine, tu as une fonction qui définit une nappe en 3D, d'accord? Un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Et en fait, tu vas regarder le volume entre le domaine XY cartésien, d'accord, et cette nappe. Et donc, c'est comme si tu multipliais, en fait, si tu veux, dans les intégrales doubles, c'était ça qu'on faisait. Tu vas comprendre là. Je vais rezoomer un peu. Dans les intégrales doubles, on faisait ça. Tu vois, genre, on faisait repère 3D, domaine D, fonction, et là, on faisait tout ça, et ça donnait le volume de tout ça. Donc, on prenait chaque point ici, un DU, un DX, un Ouais, on calculait le volume du domaine.
Ouais, en fait, si tu veux, regarde, Ok. c'est très mal dessiné, mais en gros, ici, tu avais ton domaine. Là, tu avais ton, par exemple, là, c'était ton déterminant de jacobienne. DU, DV, ton domaine. Donc, c'était, par exemple ici, ça peut être R, dr, dθ, ton domaine. Et là, c'est ta fonction, c'est ta surface, qui est définie par rapport à F. D'accord? Et c'était quoi, en fait? C'était la surface. C'était x, y, f de xy, avec xy appartenant à D. D'accord? Et donc, en fait, du coup, la double intégrale sur D de f, c'était la double intégrale sur, je sais pas quoi, le domaine réciproque, sur, alors c'était quoi là, le psi moins 1 de f de psi D fois jacobienne, déterminant de la Jac. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je refais tout là en fait. Hein. Je suis peut-être parti dans un truc chelou. Déterminant de la Jac de du dv. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, si, d'accord. Et donc ça donne un volume en fait. C'est le volume qui va te donner en fait la double intégrale ici, c'est le volume entre ton domaine et ta surface. D'accord? Et donc, si maintenant tu travailles avec une intégrale triple, ça va te donner le volume entre ton hypersurface, parce que tu es en 4D du coup, avec ton domaine. L'hypersurface? Bah oui, parce que si tu dis que S, c'est x, y, z, et avec la fonction f de x, y, z, c'est comme si tu étais en 4D. En fait, une intégrale double, c'est un volume déjà. C'est le volume entre ton domaine D et ta surface. Et si tu travailles avec une fonction f de x, y, z, eh bien, tu es d'accord que, regarde, si tu dis par exemple x associe f de x, ça te fait une courbe. On est d'accord? Si tu regardes les points x, f de x, ça te fait des courbes en 2D. X, f de x. Si maintenant tu regardes des points x, y, f de x, y, ça te fait donc des points en 3D. Et maintenant, si tu prends une fonction de R3 dans R, donc si tu regardes la surface qui est engendrée, ça va te faire une surface en 4D en fait. Tu vas avoir x, y, z et virgule f de x, y, z. Donc ça va te faire des points en 4D. Donc en fait, l'intégrale triple, c'est le volume entre l'hypersurface, parce qu'on est en 4D, dès qu'on dépasse la troisième dimension, on dit hyper espace, je sais pas quoi, hypersurface, voilà, hypercube, etc. Entre ton hypersurface et ton domaine. Mais c'est toujours une histoire de volume, en fait. C'est ça que je veux te dire. D'accord, je vois. Mais du coup, on n'a pas calculé la surface du cylindre. On a calculé le volume qu'il y a entre le domaine et l'hypersurface. Voilà. En fait, on va toujours calculer, alors du coup, l'intégrale double, c'est le domaine, il est surfacique, d'accord? C'est un domaine, et que tu vas regarder le volume que tu as entre ta surface et ton domaine. Maintenant, si c'est une intégrale triple, ton Ok, domaine, d'accord, c'est je le vois. volume, et donc tu vas regarder le volume entre ton paramétrage, ton domaine initial qui est donc un espace de R3, donc c'est un peu bizarre à présenter, mais voilà, c'est ça, entre ce domaine et ton hypersurface. Et ça va te donner aussi un volume, mais entre des objets qui dépassent la dimension 3, en fait. Et si tu veux calculer le volume d'un cylindre, tu fais l'intégrale triple de l'unité, parce que quand ta fonction vaut 1, tu fais intégrale triple de 1, dx, dy, dz, et là, tu as ton volume, en fait, sur le cylindre, automatiquement, si tu intègres 1. Je sais pas si tu vois. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que les intégrales doubles et triples vous donnaient un volume entre votre surface ou votre hypersurface et votre domaine. D'accord? Alors que là, en fait, l'intégrale de surface vous donne un calcul complètement différent puisque c'est
On caractérise donc l'intégrale de surface comme étant donc le flux du champ de force qui traverse une surface S. D'accord? Donc on a déjà la paramétrisation de la surface, on a le champ de force et on fait le produit scalaire entre les deux. Donc c'est deux thématiques différentes. Mais en effet, ce que vous avez pu voir sur les intégrales doubles et triples vous seront utiles ici puisqu'on avait fait du changement de paramétrage et donc on avait fait des changements de variables. Donc du coup, on avait utilisé les surfaces paramétrées déjà, un petit peu. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, c'est bon, j'ai compris du coup la différence. Donc là, voilà, si vous voulez retenir la différence, c'est vrai que ça fait beaucoup de calculs intégrales depuis le début de l'année, puisqu'on a commencé par intégrale double, intégrale triple. D'accord, on a commencé par ça. Ensuite, on a dit, OK, bah, en fait, intégrale double, intégrale triple, c'est sympa, mais on peut aussi faire des intégrales curvilignes. Donc, les intégrales curvilignes, c'est des intégrales le long de trajectoires. Ensuite, on a même fait le lien entre les curvilignes et les intégrales doubles par la formule de Green-Riemann. Voilà. Donc, du coup, intégrale double, intégrale triple, ce sont principalement des calculs de volume que vous allez avoir entre vos surfaces et vos domaines. Intégrale curviligne, ça correspond tout simplement au travail d'une force le long d'une trajectoire. Et donc, on a aussi le lien avec l'intégrale double par Green-Riemann sous certaines conditions. Et puis là, intégrale de surface, du coup, c'est pour les fonctions vectorielles en tout cas, vous avez des champs de force qui traversent des surfaces. Et donc, on peut caractériser justement le flux de ce champ de force traversant la surface. Et donc, c'est ce qu'on va définir la prochaine fois, à savoir, on va utiliser les éléments de surface qui sont là, qui donnent donc des vecteurs normaux infinitésimaux de la surface. On va faire produit scalaire avec le champ de force pour intégrer sur le domaine et donc avoir la valeur. Et pour les intégrales de fonctions scalaires, du coup, comme toutes les valeurs sont réelles pour une fonction scalaire, c'est ce que j'ai dit ici, par exemple, eh bien, on va faire la fonction scalaire multipliée par la norme du vecteur normal du dv, et ainsi on pourra faire la même caractérisation, mais pour les fonctions scalaires. Monsieur? Yes. La différence entre Green-Ostrogradsky et Green-Riemann, c'est que Ostrogradsky, c'est pour les surfaces et Riemann, c'est pour les curvilignes, c'est ça? Alors, oui, c'est ça. En gros, la formule de Stokes vous donne le lien entre l'intégrale de surface sur un rotationnel. En fait, il vous dit que Stokes, on va commencer par Stokes, il vous dit que l'intégrale de surface du rotationnel, c'est une intégrale curviligne. D'accord? Donc, quand on intègre sur une surface S un rotationnel, en fait, on a une intégrale curviligne. Donc, on a le lien entre curviligne et intégrale de surface. D'accord. Et ensuite, Ostrodasky, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que si j'intègre 3 fois la divergence, donc si je fais une intégrale triple de la divergence, j'ai l'intégrale double de f. D'accord? Puisque, en fait, la divergence, c'est une fonction scalaire. Donc, si on fait l'intégrale triple de la divergence de f, donc d'une certaine fonction scalaire définie par f, on se ramène à une intégrale de surface. D'accord? Ah, ok, d'accord. Okay. C'est ça le truc. Parce que la divergence, ce n'est pas une fonction vectorielle, c'est une fonction scalaire. Donc, en fait, il y a un lien aussi entre intégrale triple d'une fonction scalaire que vous avez fait justement au début. Rappelez-vous, on a fait intégrale double et triple, c'était toujours de fonctions scalaires. Hein. On est d'accord. Hein. Quand on faisait ce truc-là, quand on fait l'intégrale double de f de xy, dx dy, c'est des fonctions scalaires, hein, f de xy. Pareil pour les triples. Hein. Toutes les intégrales qu'on a travaillées sur les domaines, sur les intégrales doubles et les intégrales triples, étaient pour des fonctions scalaires. D'accord? C'était toujours des fonctions de R2 dans R ou de R3 dans R. On est d'accord? Bien. Donc, on vous dit avec Ostrodasky que l'intégrale triple de la divergence de f, qu'on pourrait calculer en mode intégrale triple classique comme au début d'année, on vous dit tout simplement cette intégrale triple de la divergence, c'est l'intégrale double surfacique, enfin de l'intégrale de surface de f, tout simplement. Et du coup, la formule d'Ostrodasky, là, putain, merde, mal à parler, elle est super
intéressante parce qu'elle permet de simplifier énormément les calculs. J'aurais bien voulu vous faire l'exercice, mais bon, on fera l'exercice la prochaine fois si on a le temps, ou sinon je vous le ferai en vidéo. Mais en tout cas, j'ai testé l'exercice proposé sur Autodrasky là dans l'exemple. J'ai fait les deux méthodes. En gros, vous avez une page complète de calcul, voire 2 pages, quand on utilise l'intégrale surfacique de f. Et si on utilise l'intégrale triple de la divergence, c'est très rapide. D'accord? Donc, je vous ferai les deux techniques. D'accord? Donc, en fait, ces deux théorèmes vous font le lien entre les intégrales de surface, d'accord, et les intégrales curvilignes, ainsi que les intégrales triples. Donc, c'est vraiment la conséquence, l'aboutissement, en fait, de tout, quoi. On arrive à tout lier avec ces deux théorèmes. Voilà. Donc, j'espère avoir le temps de tout vous expliquer la prochaine fois. Mais ça devrait être possible. Hein. Sinon, je vous fais une vidéo. De toute façon, c'est promis. Petite vidéo, là. Aujourd'hui, bon, c'était plutôt une introduction. Avez-vous d'autres questions ? Donc, vous avez tous compris tout ce qu'on a raconté là aujourd'hui, là. Ça va, oui. Ça marche. Donc, retenez bien, hein, d'accord, l'orientation des surfaces qui sont données par les vecteurs normaux, les paramétrisations, encore une fois, on en a besoin, donc vraiment tout ce qu'on a pu faire sur les paramétrisations des surfaces ensemble depuis le début de ce semestre maintenant est vraiment à comprendre, surtout qu'il y a en plus aujourd'hui la notion de produit vectoriel qui intervient pour calculer des flux à travers des surfaces. Donc, très important de bien comprendre l'orientation, les calculs des produits vectoriels, les normes, et puis c'est bon. Après, c'est que du calcul. Et donc, la semaine prochaine, je vous définirai, bien sûr, tout le reste. Donc, on fera les propriétés, on énoncera les propriétés, on définira les deux, on fera des calculs et beaucoup d'exercices associés à cela. Je ne pense pas que j'aurai le temps de tout faire. Mais je pense que Autodrasky, je ferai en vidéo, je pense, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail, mais c'est pas grave. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus de 10 minutes, un quart d'heure pour vous expliquer un petit peu mieux les choses. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, on peut s'arrêter là. Et puis, sinon, n'hésitez pas. Monsieur, Yes. est-ce que vous pourrez envoyer le cours dans le chat, comme la dernière fois? Oui, bah oui, comme d'hab. Donc, je l'ai déjà fait, hein, mais comme j'ai rajouté des éléments, je crois que je l'ai déjà fait, mais je vais